Bonjour Amandine, Salut! Salut, tu vas bien? Ouais, ça va bien et vous? Bah, super. très bien, On est merci. super heureux de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne parce que bah, nous, on a à cœur de donner la parole à des personnes dont le parcours de vie et le style de vie nous inspire et t'en fais clairement partie. Euh, Merci beaucoup. bah, je t'en prie. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Nous, on commence à bien te connaître parce qu'on fait partie d'un même groupe de coachs. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, du haut de tes 33 ans, tu as déjà un sacré parcours et tu as déjà eu une vie bien remplie. Et du coup, bah, ça fait on a plein de questions à te poser. Donc, pour celles et ceux qui te connaissent pas, toi, tu es coach en nutrition végétale et hygiène de vie. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir nous transmettre quelques pépites sur le sujet. C'est ça, pourquoi pas? Mais avant ça, on aimerait bien revenir un petit peu sur ton parcours parce que bah, on sait que tu n'as pas toujours été coach en nutrition. On sait aussi que tu as vécu en tant qu'expat à Londres et puis après plus tard à Valence en Espagne. Et du coup, bah, tout ça, ça nous intéresse d'en reparler. Et puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que tu es, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dina, qui est en fait à l'origine un nom de scène. Donc Ouais, ça, c'est pareil. exactement. Si tu peux nous en parler un petit peu, ce sera top. Donc, Ouais. bah, si tu es d'accord, bah, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu, bah, du coup, ta première vie professionnelle et puis comment t'en es arrivé à partir à Londres, du coup, en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, fou! Long story. C'est parti. Allez, alors déjà, on va commencer par le début. En fait, j'ai toujours voulu être prof, hein, plus ou moins, toujours. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en troisième, je me suis dit, voilà, c'est la fin du collège, on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il faut y penser, parce qu'après, il y a le lycée ou autre. D'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'aller en lycée général, hein. Et moi, à un moment, je me suis dit, ah, je sais pas, j'étais très introvertie à l'école, mais voilà, les personnes qui me connaissaient, ben moi j'aimais bien les écouter, j'aimais bien enfin, les aider. J'étais très déjà dans le syndrome de la sauveuse à cette époque-là, alors j'étais toute petite quoi. Et je me dis tiens, je ferais bien psychologue. Puis après, je me suis dit non, je crois que je vais pas pouvoir, je vais devenir folle à force d'entendre tous les traumas des uns et des autres. C'est compliqué à gérer. En plus, j'étais hyper sensible. Je suis toujours, mais enfin, voilà. Après, je me suis dit bon, on va peut-être changer, on va faire autre chose. Pourquoi pas professeur de mathématiques. Et ça m'est venu vraiment en seconde. Genre, en seconde, j'ai pris la décision. Et puis après, c'est bon, quoi. J'ai trouvé le truc, je change plus. Et du coup, prof de maths, c'est parce que, bon, on sait que le passage collège-lycée, c'est toujours un petit peu délicat. Et notamment en mathématiques, bah, voilà, j'avais des camarades qui avaient pas mal de difficultés. Et moi, bah, c'était une matière que j'appréciais, que je trouvais pas si difficile que ça. Et en fait, c'est le fait d'être capable de pouvoir bah, l'expliquer avec mes propres mots, bah, ça m'a plu en fait. Et juste de voir en fait la lueur dans les yeux, enfin les petites étoiles de ma camarade qui me disait ah, ça y est, j'ai compris, punaise, j'ai trop compris. Et quand je voyais le bonheur quoi, sur son visage, je me dis ok, je veux faire ça. Ça a l'air d'être cool en fait, faire ça, passer ses journées à allumer des petites lanternes, c'est cool quoi. Donc, du coup, je me suis lancée là-dedans, quoi. Depuis ce jour-là, j'ai pas changé d'avis, quoi, depuis mes ouais, 15-16 ans. Et puis, ça a été un peu tout tracé, voilà, jusqu'à la fac de maths, puis après préparation du CAPES, etc. Entrée dans le métier en 2013, voilà, au sein de l'éducation nationale. Et puis, voilà, j'étais hyper contente. Entre-temps, bien sûr, j'avais fait des petits jobs, hein. Et des petits jobs, bah, c'était soit de l'animation, parce que j'avais aussi passé mon BAFA, ou alors c'était. Donc on reste un petit peu dans le domaine de l'éducation, hein, le Mhm. contact avec les autres. Et puis bien sûr, je donnais des cours particuliers, hein, comme beaucoup d'étudiants. Et ben voilà, ça a été ça pendant ouais, toutes mes études. Donc là, je réponds à la question de ce que je faisais avant, voilà, Ouais. ça, professeur de mathématiques, donc ok. Et je pense que c'est à ce moment qu'il faudrait que je parle, mais
à quel moment j'ai décidé de partir, c'est ça? C'est ça. Ouais. Comment t'en es arrivé à partir à Londres et du coup, pour exercer ton métier de prof de maths, mais là-bas, quoi? Ouais. Alors, du coup, j'avais un petit regret, en fait, par rapport à mes études. Je m'étais toujours dit, parce que aussi j'étais une passionnée des langues. Alors déjà, il y a un truc qui ne va pas, c'est un peu bizarre. Nana, elle est scientifique, elle fait des études de maths, mais voilà, il y a cet appel vers les langues. Donc ça, j'aimais beaucoup, voilà, l'anglais, l'espagnol, que j'ai pris en LV2. Mais c'était surtout l'anglais, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont envoyé en séjour linguistique plusieurs fois pendant ma jeunesse. Et, euh, et en fait, j'adorais en fait l'Angleterre. Donc j'ai été, je ne sais plus combien de fois, mais ouais, 3, 4 fois en Angleterre pendant ma jeunesse collège-lycée. Et je me suis dit, ah, j'aimerais trop faire mes études là-bas, quoi. Ce serait super cool. Enfin, j'adore cette langue, c'est génial. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, c'est un peu compliqué d'aller faire ces études là-bas, sachant qu'il fallait que je passe un concours national. Enfin, ce n'était pas adapté quoi, les études que je voulais faire. Donc, je me suis dit, tiens, ben, je crois que c'était au bout de 3 ans d'enseignement en France, la troisième année, je me disais, bon, et si je regardais, je sais pas, les possibilités de bouger en tant que professeur, quoi. Parce que on sait qu'il y a énormément d'établissements français à l'étranger ou des établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'était vraiment par hasard. Euh, Par hasard, j'ai regardé sur Internet et, je sais pas, j'ai tapé quelque chose comme, voilà, enseigner à l'étranger. Et là, il y avait juste une offre d'emploi. Ils cherchaient des professeurs, notamment de mathématiques, à Londres pour aller enseigner dans cet établissement qui était genre tout nouveau. Ça faisait à peine 1 an qu'il avait ouvert. Et la deadline, c'était genre, je crois que j'avais deux jours, je crois. Mais vraiment, hein, sans rire. J'avais genre 2 jours pour constituer le dossier, demander à ma boss de me faire une petite lettre de recommandation, tout ça. Enfin, c'était showtime. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, bon, bah, vas-y, qui ne tente rien à rien. Enfin, voilà, on y va, quoi. Et comme c'était vraiment un désir, et à ce moment-là, bon, il faut aussi que j'indique cette petite info que j'étais célibataire, fraîchement célibataire, ouais, ça faisait peut-être un peu moins d'1 an que j'avais rompu avec mon copain de l'époque. Et voilà, il n'y avait rien qui me retenait, en fait. Je me suis dit, c'est le moment, allons-y, quoi. Et effectivement, le plus fou dans tout ça, c'est malgré les personnes de mon entourage, et notamment des collègues, qui m'ont dit non, mais jamais tu seras prise, tu es toute jeune dans le métier, ils prennent des gens qui ont au moins 10 ans de bouteille, enfin voilà, c'est très négatif, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, franchement, c'est pas grave, moi je vais tester et puis on verra bien, quoi. Et puis au final, premier entretien, déjà le premier entretien, j'étais dans le choc, je savais pas comment faire. Moi, professeur, quoi, il n'y a pas d'entretien. J'ai passé mon concours, hop, bim, on y va, on taffe. Alors, entretien d'embauche, je me suis dit, waouh, c'est quoi? Donc bon, j'y suis allée un petit peu au naturel, quoi. J'ai essayé de montrer le meilleur de moi-même et tout ça. Et puis, ça a débouché sur un deuxième entretien, un entretien final avec la big boss de l'établissement. Et ça y est, quoi. Et j'avais le poste. Donc, C'était voilà. pas des entretiens techniques, du coup, c'était vraiment plus sur ta manière d'être et d'enseigner, ou vraiment on est allé vérifier tes compétences en maths? Non, non, pas du tout. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas allé vérifier mes compétences en maths. Bon, en même temps, bon, je pense que surtout, ils voulaient voir si j'étais un fonctionnaire de l'État responsable et éthique. Je pense que Oui, c'était bien plus sûr. ça. Et voir ma motivation aussi. Hmm. Je pense que bah, comme c'était un établissement quoi, qui venait d'ouvrir, il y avait aussi cette idée de recruter aussi des personnes qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui apportent des projets. Donc, ils m'ont vraiment questionné là-dessus, quoi, plus sur ce que je mettais en place au sein de mes classes, quoi. Donc, ouais. Et est-ce que tu as eu du coup, des doutes et des peurs avant de partir, ou ça s'est fait tellement vite que du coup, tu n'as pas eu le temps de trop réfléchir Alors, j'avais aucun doute. C'est marrant parce que j'étais genre hyper enthousiaste en mode ça a été un rêve enfin, c'était un rêve à un moment donné, je voulais faire mes études en Angleterre. Là, je postule, voilà. J'ai envie de faire ça. Partir, ça me fait pas peur.
Bon, en plus, l'Angleterre, c'est pas la Nouvelle-Zélande non plus. C'est pas très, très loin. Mais du coup, non, j'avais pas de peur. Par contre, la petite histoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai stressé pendant tout l'été. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu le poste, je l'ai eu hyper tardivement. En fait, ils m'ont recruté tardivement, c'est-à-dire genre mai, quasi juin, ouais, mai-juin. Et le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Dans l'éducation nationale, il y a des délais. Il faut que tu demandes ta mise en disponibilité ou tu demandes ton détachement même. Et en fait, moi, je n'étais pas passée par toutes ces étapes-là. Et c'était un peu en mode, on me disait, bah non, tu ne peux pas partir, quoi. Et moi, je ne peux pas partir, mais oui. Et j'étais en mode, mais non, mais genre, je vais me freiner pour une question de papier, d'administration, quoi. Non, mais les gars, écoutez, moi, j'ai envie de vivre ma best life. Je pars en Angleterre. Donc oui, j'ai eu ce souci-là, en fait. C'est allé loin. C'est allé même où... En fait, moi, je suis assez têtue. Et quand... et j'ai un vrai... Enfin, pour moi, quand il y a un truc qui me semble injuste, enfin non, voilà, c'est pas possible. Enfin, je ne vais pas accepter, quoi. Je vais me révolter. Et là, pour le coup, j'avais cette opportunité. C'est pas une opportunité en plus qu'on te donne comme ça tous les 4 matins. Donc ça, j'en étais consciente. Et je me suis dit, non, c'est mort. Je prends mes clics et mes claques. Je vais à Londres. Je suis allée chercher les apparts toute seule. Effectivement, je connaissais personne et tout. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai fait les démarches en mode super zen, alors qu'à la base, mais à cette époque-là, j'étais encore une stressée de la vie. Mais c'est fou, hein, en fait, déjà, à quel point, quand on a des convictions, la limite, ça te donne des ailes, en fait, quoi. Et donc, voilà, ouais, c'était ça. Donc, je suis partie et tout, jusqu'au point où, arrivé à septembre, bah, j'avais mes nouveaux chefs qui m'ont dit, voilà, écoutez, Amandine, peut-être que vous devriez retourner dans votre ancien établissement, parce que sinon, ce sera abandon de poste. Voilà, je risquais des problèmes. Et moi, j'étais en mode, non, bah non, je suis ici, c'est bon, j'ai pris un appart, je suis ici. Enfin, j'ai pris une coloc, je ne vais pas faire machine arrière. Pour moi, c'était inconcevable, quoi. Et j'étais prête à accepter les risques. Et c'était quoi le risque? C'était bah, qu'on m'enlève en fait mon diplôme du CAPES, enfin, qu'on me détitularise en fait. Et ouais, j'ai pris le risque et heureusement, j'ai gardé quand même des bons liens avec mon ancienne chef d'établissement et qui a fait appel à l'inspectrice, il me semble, du secteur. Et un beau jour, elle m'a dit, c'est bon, tout est réglé, vous avez obtenu une disponibilité, le recteur, il a bien voulu, nanani. Je crois que j'étais même allée jusqu'à envoyer ma lettre de démission pour pas être en mode abandon de poste. Donc, et ils m'ont dit, non, on a déchiré votre lettre et voilà. Soulagement. C'est une sacrée histoire, hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que malgré les bâtons dans les roues qu'on peut nous mettre, et notamment, comme tu disais, d'un point de vue administratif, quand on a l'envie qui est là, bon, bah, forcément, tu as pesé le pour et le contre, mais ça t'a pas arrêté pour autant. Et la solution est venue derrière. Donc, ouais, c'est chouette comme histoire. On ne savait pas, donc merci de nous l'avoir raconté. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que je crois qu'il y avait très peu de personnes qui étaient dans la vie. Ah ouais, moi, j'aurais fait pareil. Non, non. Je crois que si ce n'est 100%, je ne vais peut-être pas dire 100% parce qu'on va dire que ça n'existe pas, mais genre 95% des personnes autour de moi, des collègues, m'aurait dit, mais moi, j'aurais jamais pris le risque, quoi. T'imagines, tant d'efforts pour avoir mon diplôme, mon CAPES, hein. Et voilà, donc comme quoi. Voilà, quand tu le sens, c'est différent parce qu'eux, ils sont d'un point de vue extérieur, donc forcément, ils voient que les risques et pas ce que tu peux y gagner toi. Donc, ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, comment tu as vécu cette expérience à l'étranger? Comment ça s'est passé, du coup, de travailler là-bas et tout? Si tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as ressenti. Ouais, alors au début, c'était vraiment super cool. En plus, on a eu un petit peu un week-end d'intégration avant de prendre le poste. Donc, je sais pas, j'avais l'impression de vivre dans Disneyland. Voilà,
vous savez, ce moment où les planètes sont alignées, vous êtes en mode ça y est, oh là là, c'est trop cool, nouvelle aventure. Voilà, j'étais un petit peu dans cette vibe-là. Et ouais, hyper enthousiaste. Après, je savais, j'avais une petite pression parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même un établissement aussi prestigieux, c'est une école internationale. Petite histoire, je suis obligée de la raconter ça quand même aussi. Petite histoire, j'arrive, je suis professeure principale, je crois, d'une classe de sixième peut-être, ou je ne sais plus exactement, mais en tout cas, parmi mes classes de sixième que j'avais des collégiens et des lycéens. En plus, c'était double cursus. Je venais d'un établissement, c'était un collège, et là, j'étais en mode, ah non, cette année, tu as des collégiens et des lycéens. Et puis, en plus, réunion parents-professeurs, je dois me présenter. Donc déjà, j'étais un peu en mode, je crois que j'avais le syndrome de l'imposteur, en mode la fille, voilà, je faisais partie des plus jeunes. C'était ma première expatriation, alors que j'avais d'autres collègues, ils avaient été en Chine, ils avaient été aux États-Unis, ils avaient été, enfin voilà, c'était fou. Et dans la salle, il y avait Jean-Jacques Goldman, quoi. Non mais pour de vrai, quoi. Genre, j'avais la fille de Jean-Jacques Goldman. Donc ça, c'était... Petite pression. Voilà, c'est normal, tu vois, tu as un fond dans ta tête en mode quand la musique est bonne. Et ouais, donc ça a amplifié le truc, quoi. Tu te dis, punaise, ouais, j'ai bien fait de quitter là où j'étais et de sortir de ma zone de confort. Et en fait, c'est de se dire que, punaise, mais il se passe des trucs que même pas, je n'aurais pas imaginé, quoi. Enfin, voilà. Après, évidemment, il y a une raison pour laquelle je suis partie aussi. Je suis restée quand même 4 ans à Londres. Alors, c'était cool, riche en expérience. J'ai appris à connaître pas mal de personnes. C'était vraiment chouette. En plus, Londres, c'est une ville cosmopolite. Donc, il y a tellement de choses à faire, à découvrir et tout. Mais j'ai découvert aussi la face cachée de l'établissement. C'est que c'est un établissement quand même hyper corporate, hyper en fait entreprise. Donc effectivement, quand c'est un établissement privé, ben, les fonds, enfin voilà, c'est pas les fonds de l'État. Donc effectivement, il y a un petit peu de pression aussi. Il faut faire bonne figure, il faut être là pour des journées portes ouvertes. Donc faut pas compter ses heures, quoi. On fait beaucoup limite du bénévolat. En dehors de nos cours qu'on doit faire, à un moment donné, on avait plein de réunions. On avait aussi une année, je me rappelle, on devait couvrir les postes des autres quand ils étaient malades. Donc moi, à un moment donné, j'ai fait cours de musique, quoi. Bon, alors, étrangement, ça ne m'a pas tellement dérangé parce que j'adore ça, mais au bout d'un moment, je veux dire, je ne suis pas formée non plus pour enseigner n'importe quelle matière, quoi. Et donc, je me suis dit tout de suite que c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est trop prenant. J'avais l'impression que ma vie, c'était mon métier, quoi. Et c'est vraiment cette prise de conscience qui m'a fait dire que non, c'était chouette, j'ai vécu des belles choses, mais c'était dur aussi, il y avait beaucoup de travail et j'ai envie d'un équilibre. Ouais. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, que tu as commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat? Ouais, Ouais. exactement. C'est à ce moment-là, au bout de 2-3 ans, ouais, au bout de 2-3 ans dans cet établissement. Bon, il y a aussi personnellement, il s'est passé plein de choses, quoi. C'est aussi le moment où, allez, changement de pays, changement d'alimentation. Faut dire que j'ai été très seule. Et moi, en fait, quand je suis arrivée à Londres et que je connaissais personne, bah, mon meilleur ami de là-bas, c'était Netflix. Quand j'ai commencé, quoi. Et je me souviens, au mois d'août, avant de commencer, avant de prendre les cours en septembre, et ben, je m'étais tapé je ne sais combien de documentaires et en même temps, je me suis dit, allez, il faut que je me remette à fond dans l'anglais et tout, on va voir plein de trucs et tout, des choses qui m'intéressaient. Et j'ai vu le documentaire Cowspiracy. Donc, du coup, si vous ne le connaissez pas, alors je ne vais pas spoiler tout le monde, ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est un documentaire qui est super intéressant et qui permet de prendre conscience de ce qui se passe derrière l'industrie agroalimentaire, quoi. Et à partir de là, j'ai pris la décision d'être végétarienne.
déjà, premier pas, végétarienne. Et voilà, de changer mon alimentation. Et par chance, dans cet établissement, eh ben, il y avait un menu végétarien et même un menu vegan, parce qu'au bout de quelques mois, je suis devenue, ouais, j'ai adopté l'alimentation végétalienne. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la différence entre vegan et végétalien, Ouais. si j'en ai vu. Alors, déjà, végétarien, on va partir de végétarien. On sait que c'est le fait d'enlever toute chair animale. Donc, en général, on ne mange pas de viande ni de poisson. Ensuite, quand on passe le cap du végétalisme, et ben là, on enlève toute source d'origine animale. Donc là, on ne mange plus de lait, on mange plus de fromage, on enlève les œufs aussi, évidemment la viande et le poisson. On enlève le miel aussi. Voilà, parce qu'on considère que voilà, on a exploité les abeilles et on leur a pris leur miel. Donc voilà. Donc en général, végétalien, c'est ça. On enlève toutes ces choses-là. Et vegan, ça va même plus loin. C'est dans le sens où on va tenter de... Alors effectivement, on ne peut pas être vegan à 100%, hein, c'est compliqué de dire d'être dans du véganisme à 100%, mais c'est plus l'idée d'avoir un style de vie qui va faire en sorte de... on ne va pas contribuer justement à cette souffrance animale, quoi. On jette toute forme d'exploitation animale, c'est vraiment ça. Et donc, essayer d'opter pour des cosmétiques qui sont non testés sur les animaux, opter pour des vêtements qui ne sont pas issus des animaux. On va peut-être plutôt opter pour des choses en coton et pas utiliser la peau des animaux, pas utiliser du cuir. Voilà, tout, c'est vraiment dans tout. C'est pas juste l'alimentation. Quand on est vegan, c'est vraiment le lifestyle. Et ça, du coup, c'est quelque chose que tu as vraiment découvert à Londres et que tu as mis progressivement en place dans ta vie, c'est ça? Ouais, exactement. Ça a été vraiment une grosse ouverture vers ce monde-là. Je me suis intéressée à énormément de choses, même au minimalisme aussi, que j'ai découvert là-bas. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que mes propres élèves, en fait, ils étaient curieux. Enfin, j'ai toujours eu une relation très, très proche avec mes élèves. Voilà, j'aimais bien pas juste être la prof qui était là pour transmettre, mais je voyais ça comme aussi un partage, un échange, et ils s'intéressaient aussi à ma vie. Et ils s'est même posé des questions et me dire ah, mais vous êtes végane, c'est vrai, mais ça veut dire que vous ne mangez pas du tout de viande et tout, mais comment vous faites, hein? Donc c'est sympa parce que du coup, ça a amené à des conversations et ils étaient vraiment intéressés au point où j'ai des élèves à moi, je crois que c'était l'avant-dernière année, avant que je parte, qui sont venus me voir pour qu'on organise une vegan cooking class. Et je me souviens que c'était des élèves qui étaient hyper investis. Je crois qu'ils avaient monté comme une petite, alors pas une association, mais un petit groupe très écolo. Et il faut savoir que dans le véganisme, il y a une dimension écologique, hein, pas seulement éthique. Et du coup, ils étaient super intéressés pour que moi, je puisse animer ce cours de cuisine végane. Et voilà, donc c'est top. Et ça m'a amené à me questionner, à me dire, bon, peut-être que je devrais faire quelque chose de ça, en fait. Peut-être que je devrais aller plus loin qu'au-delà de ma salle de classe et que j'ai un message à transmettre. Et je pense que ça pourrait aider d'autres personnes aussi dans leur démarche de vouloir avoir une vie plus saine, plus authentique. Et c'est là aussi, ouais, c'est vraiment là que je me suis posé la question que ça a commencé à germer, ouais. Mais pourtant, du coup, c'est pas quelque chose que tu as mis en œuvre tout de suite. Si je reprends bien du coup, dans ta vie, il y a déjà eu toute la période en Espagne où là, tu as commencé à entreprendre, mais en tant que professeur à distance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, quand je suis partie de Londres, en fait, je ne me voyais pas continuer parce que je me voyais trop en mode sacrifice, c'est-à-dire vraiment, j'étais vraiment dédiée à mon métier. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand on passe la trentaine, on se dit, bon, je suis célibataire sans enfant. Il y a la maman qui est pas très loin qui dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un? Bon.
Et donc, effectivement, je me suis dit, bon, j'ai envie de changer d'air et voilà, revient un petit peu la passion pour les langues. Et en 2018, je me mets à apprendre l'espagnol en autodidacte. En tout cas, à réapprendre, parce que vous l'avez pris LV2 espagnol collège-lycée. Mais bon, quand on n'a pas fait ça pendant, je sais pas, à peu près 8 ans, on a un petit peu oublié, quoi. Comment À tu as part, fait pour réapprendre? alors, du coup, pour réapprendre, j'avais une application, ouais, sur les applications, il y a pas mal d'applications de langue qui existent sur le marché. Euh, il y avait aussi le fait que j'étais dans une école, donc en contact avec des profs de langue, quoi. Et ce qui était super, c'est que comme c'est une école internationale, les profs d'espagnol, c'était vraiment des Espagnols. Les profs d'anglais, c'était des Anglais. Et oui, il y avait même aussi professeurs de mandarin qui venaient de Chine. Donc juste top. Et effectivement, j'ai commencé à squatter les cours de mes élèves. J'ai squatté quelques cours de mes élèves. Ils se sont dit, allez, j'ai demandé au professeur, bien sûr, ça ne te dérange pas si je participe et tout. Et voilà, j'ai commencé à reconnecter un petit peu comme ça. Et puis, mais ça a été aussi beaucoup en autodidacte, à la maison, les séries Netflix qui sont toujours là pour nous accompagner avec les sous-titres en espagnol. Donc, j'ai été un petit peu la pro des séries mexicaines et espagnoles, incollables. Et puis YouTube, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un réel accès à l'information, mais c'est dingue, quoi. On peut apprendre limite ce qu'on veut, quoi. Après, effectivement, il faut avoir cette envie et cette détermination, cette discipline de voilà, faire ça régulièrement et tout. Et à ce moment-là, déjà, quand tu travailles ton espagnol, est-ce que tu as déjà un projet en tête ou c'est assez vague pour toi à ce moment-là? Quand est-ce que Valence est arrivé? Ah, c'est ça, ouais. Ouais, très, très bonne question. Alors, du coup, je n'avais pas spécialement un projet par rapport à ça, mais enfin, quoique, en fait, si. En fait, je me suis dit, tiens, après le pays anglophone, après l'Angleterre, j'aimerais bien aller dans un pays hispanique. Donc, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas en Espagne. Mais en vérité, ce qui m'attirait le plus, c'était l'Amérique latine. Voilà. Bon, et je me suis dit, bon, ça serait bien quand même, je vais gagner des points si je parle déjà la langue et tout. Et ouais, c'était vraiment ce désir de changer totalement de monde. Et je pense qu'à cette époque-là, je souffrais un petit peu de solitude. Ok, j'ai appris à connaître quelques personnes, mais on va pas se mentir que la vibe d'Amérique latine, les gens de là-bas, c'est pas la même que la vibe londonienne, quoi. Même s'ils sont très cosmopolites et tout, il y a un côté assez guindé, assez retenu, un peu froid aussi parfois, où j'ai eu ce sentiment que c'était difficile de creuser. Donc, ouais, difficile de creuser avec les personnes et vraiment se lier d'amitié, quoi. Les amis les personnes que j'ai connues là-bas et qui sont devenues des amis, ça a été voilà, un collègue de mathématiques aussi. C'était des Français, ouais, en général, on sortait beaucoup entre Français aussi, un peu avec les Anglais, un petit peu avec le collègue d'espagnol, mais ouais. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est la barrière aussi de la langue qui fait que parfois on n'a pas forcément toutes les mêmes références, on a du mal. Ouais, je ne sais pas. Mais bon, il faut dire que les Latinos aussi sont quand même plus accueillants. Enfin, en tout cas, j'avais cette idée-là et à force de regarder des séries, des films et tout, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre ça, j'ai trop envie de connaître ça, j'ai envie de ce changement-là. Et donc, là, en 2019-2020, donc c'est 2020, c'était l'année du Covid. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais arrivée à un niveau tel que voilà, je correspondais avec des personnes un peu partout dans le monde. Donc, il y a une application qui s'appelle Tandem, où on peut se mettre à parler avec des personnes du monde entier. Il suffit de dire quelle langue tu parles, quelle est ta langue, la langue que tu vises, sur laquelle tu as envie de t'améliorer. Et tu peux être connecté avec des personnes comme ça. Et moi, je passais mes journées, littéralement mes journées, à envoyer des vocaux à des gens d'Amérique latine ou d'Espagne.
Et parmi ces personnes-là, eh ben, il y avait Jesus, un Argentin qui vivait à Valencia. Et voilà. Et finalement, avec le temps, eh ben, cet Argentin, eh ben, c'est pas juste un correspondant, voilà, c'est devenu un peu plus, où on a quand même dès que le Covid en fait, est arrivé et qu'on devait tous être chez nous et qu'on enseignait à distance, voilà, il y a ça aussi, hein, on se rappelait qu'on était à distance, donc c'est aussi ça qui m'a donné un petit peu l'idée de « Ah, pourquoi ne pas faire mon boulot où je veux ?» Vu que maintenant on peut le faire à distance, je sais comment faire, etc. Donc il y avait ça aussi. Et comme je n'avais pas obtenu de poste en fait à l'étranger, en Amérique latine, je me suis dit non, bah, je ne reste pas une année de plus, je prends le risque. Je n'ai pas obtenu de poste, bah écoute, moi je vais me créer mon poste en fait. Je me suis dit, allez, je vais me créer mon activité. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais vivre de ça et je vais aller rencontrer cet Argentin à Valencia. Et j'ai plutôt bien fait parce qu'aujourd'hui, c'est mon mari. C'est une belle histoire, C'est ça vrai. aussi. Hein. C'est clair. D'accord. Et du coup, donc ça, c'était, tu es parti le rejoindre en 2020, Ouais, pendant le 2020. Covid, enfin avant le Covid ou... Non, après, quand ils ont Après le réouvert Covid. les frontières, c'est en mode, ouf, il y a une porte qui s'ouvre, faut passer vite. Ouais, c'était vraiment avec cette idée de... Bah, déjà, ma famille, elle se dit, elle ne comprenait pas trop. Déjà, je reviens, non mais littéralement, j'ai pas vu ma famille pendant des mois, parce que j'avais l'habitude de revenir à chaque petite vacances. Et là, je crois que c'était depuis mars, ou depuis février, les dernières vacances en février. Puis après, voilà, il y a eu toute cette période de première vague où on était tous confinés. Et en fait, je suis revenue l'été. J'ai dit, OK, j'ai quitté mon boulot, voilà, etc. J'ai besoin de vacances. J'ai réservé en Espagne un Airbnb 3 semaines. Donc, je suis partie. En fait, j'ai resté une semaine en France. Je suis repartie aussitôt. J'ai rencontré Jesus. Et du coup, bah, voilà, au bout de 3 semaines, c'était en mode, il me disait, bah, ne repars pas, quoi. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, on va être un petit peu responsable, voilà. OK, j'ai envie de faire les choses bien. Je me suis dit, OK, c'est bien de vouloir lancer son activité en ligne, mais je voulais être un petit peu dans les règles, essayer de voir le statut, donc micro-entreprise, essayer de... Donc, je suis revenue en France quand même au mois d'août pour voir tout ça. Et une fois que tout était clair, calé, je suis repartie et voilà. Et c'était parti pour ma nouvelle vie à Valencia, au bord de la mer, quoi. Et le pire, c'est littéral, quoi. C'est que j'ai vécu quasi 1 an à 200 mètres de la mer. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et là, du coup, d'un point de vue de l'éducation nationale, à ce moment-là, tu étais en disponibilité? Ouais, du coup, oui. Alors, les années où j'étais à Londres, finalement, ma dispo, la première année, est passée en détachement. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que détachement, c'est qu'on reconnaît ton avancement, on reconnaît que tu es détaché, mais que tu enseignes dans un autre établissement. Donc, voilà, on va comptabiliser tes années. Alors qu'en dispo, c'est vraiment, tu es en arrêt, quoi. Tu es en congé sans solde. Tu es en pause. Mais bon, ça te permet quand même de faire une autre activité aussi. Mais tu n'avances pas dans les échelons de ton métier de professeur, quoi. Voilà. Et du coup, cette activité-là, tu as pu la développer facilement? Tu as rapidement trouvé des clients? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, c'est vrai, c'était un gros pari, un double pari, parce que non seulement je repars m'expatrier à Valencia, et en plus, je me lance dans une activité. Alors, j'avais un peu d'argent de côté, voilà, je me suis dit, j'ai assez anticipé en fait ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, quand j'étais à Londres, je faisais en sorte de faire attention à mes économies. Et je sais pas, c'est comme l'intuition de se dire, bon, je vais faire attention à mes dépenses. Bon, en même temps aussi, quand on était en lockdown, pas trop de raison d'aller faire On a du tous fait shopping. des économies. Ouais, enfin voilà. Après, effectivement, on pouvait abuser d'Amazon, mais bon, ouais, on n'avait pas trop. C'est vrai que les dépenses ont quand même vachement diminué aussi, quoi. Mais ouais, j'avais cette conscience-là de mettre de côté en me disant, allez, on ne sait jamais, peut-être plus tard, on aura besoin. Et c'est ça. En fait, je me suis dit, d'entrée de jeu, je vais pas. Dans ma tête, c'était en mode, je vais pas générer de revenus les 3 prochains mois, enfin les 3 premiers mois.
C'était ça. Et ça n'a pas été tout à fait le cas, parce que finalement, bon, même si au démarrage, c'est un peu de l'argent de poche, mais dans le premier trimestre, voilà, j'ai quand même eu quelques clients. Mais ça a été grâce à mon réseau, en fait. Parce que je suis partie en me disant, voilà, je m'en vais, mais je me lance à mon compte. Et il y a certains parents, en fait, qui me demandaient voilà, ce que j'allais faire, etc., et qui ont gardé contact avec moi. Et comme à l'étranger, c'est vrai qu'il y a cette demande, en fait, de cours particuliers, et c'est pas évident de trouver des professeurs aussi français quand on est à l'étranger. Et je pense que ça m'a énormément aidé, en fait, à rapidement pouvoir me dégager un petit salaire et rapidement arriver au SMIC et après pouvoir en vivre, en fait. Et du coup, tu donnes des cours à des personnes qui sont dans le monde entier, quoi. Ouais. Enfin, bon, par rapport au réseau horaire, au fuseau horaire, peut-être pas le monde entier, mais c'est vrai qu'en Europe, ouais, finalement, je donnais très peu de cours à des Français au démarrage. C'était vraiment des élèves à Londres. Ouais, ceux qui étaient à Londres. J'ai eu un contact aussi en Espagne à un moment donné. Et ouais, enfin, je crois que j'ai eu cette chance. Et en même temps, des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment de la chance? Et on est venu me voir en me disant, mais arrête de dire que tu as de la chance. C'est aussi ton travail. C'est aussi que tu es une prof qui est super passionnée par ton métier, voilà, super consciencieuse, etc. Et c'est vrai, j'ai toujours fait en sorte de donner le meilleur de moi-même. Et ouais, et d'avoir cette proximité aussi avec les élèves et pas juste être la prof de maths qui enseigne les maths, mais j'aimais bien cette idée aussi de transmettre mon lifestyle et j'allais jusqu'à, je me rappelle que je faisais quasi tout moi-même, mes fiches d'exercice, etc., parce que c'était très axé sur la technologie à Londres et tous les élèves avaient des tablettes, etc., donc je créais mes propres fiches d'exercice. Et chaque fiche d'exercice, ça commençait avec une phrase de motivation ou une phrase un petit peu inspiration et tout quoi. Et genre, Cool. et je me souviens qu'il y a des élèves de première qui me disaient ah mais nous à chaque fois on se demande c'est quoi la phrase et tout qui va être là. Ils étaient trop à l'affût de ça quoi. Et je trouvais ça super chouette. Ouais, c'est clair. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, tout ce que tu as découvert à Londres, tout ce mode de vie que tu as souhaité adopter, c'est quelque chose qui t'a jamais lâché. Et tu disais, j'ai envie de le transmettre d'une certaine manière. Et cette idée-là, elle a continué à germer pendant tout ton départ et tout ça à Valence. Et comment t'en es arrivé du coup à devenir aujourd'hui coach en nutrition végétale? Ouais, alors, super long cheminement, mais disons qu'effectivement, cette deuxième expatriation, j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment une coach holistique et d'autres entrepreneurs. Je me suis fait des amis vraiment là-bas. Euh, on est revenu en France, du coup, avec mon mari, plus pour lui, parce qu'il est cuisinier. Il est cuisinier, et donc il s'est dit, voilà, c'est un peu un rêve aussi de pouvoir travailler dans des restaurants en France, quoi, dans un bistrot parisien. Donc voilà. Et, euh, et en fait, alors, ouais, au bout de 2 ans à enseigner en ligne les mathématiques, et je n'ai pas fait que ça d'ailleurs, parce que la première année, c'était en mode allez, j'accepte toutes les missions, j'y vais. J'ai besoin de pouvoir vivre ma vie. Donc, c'était en mode, ouais, j'ai donné des cours de maths au début, à genre tous les niveaux, que ce soit même primaire, collège, lycée. J'ai donné des cours d'anglais. C'était limite, une maman me disait, je me demandais peut-être que vous pouvez faire des cours d'espagnol aussi. Bon, je ne suis pas allée jusque-là, mais ouais, j'étais en mode, allez, j'accepte toutes les missions et voilà. Et je crois qu'au bout de 2 ans, où, bon, bien sûr, j'ai fini par affiner et vraiment me dédier à ce que je faisais à la base, être enseignante en collège-lycée. Et vraiment, mon pitch, c'était vraiment, voilà, je suis là en mode, je suis révélatrice de potentiel, je suis là pour aider les lycéens à reprendre confiance en eux, parce qu'il y a aussi une idée de reprendre confiance en soi. Souvent, il y a des barrières limitantes aussi à détruire, parce qu'il y a souvent ça
qui empêche certains élèves à avoir de bons résultats, que ce soit en maths ou d'autres matières d'ailleurs. Et en fait, j'avais l'impression d'être trop enfermée en fait, avec ce statut de professeur de maths, alors que j'avais envie de plus en fait, j'avais envie de transmettre plus. Et je crois aussi j'étais lassée de cet écho des élèves qui disaient mais ça, à quoi ça va me servir dans la vie quoi. Et au bout d'un moment, même si je sors mon beau discours de professeur, mais tu sais, tu apprends à avoir de la rigueur, tu apprends à avoir plus, comment dire, à avoir une certaine réflexion, à développer une réflexion, à développer des stratégies pour résoudre des problèmes. Enfin, voilà, j'essaie de leur montrer que voilà, les maths, ce n'est pas juste la matière, le contenu en soi, c'est aussi tous les soft skills, toutes les compétences à côté qui sont utiles pour ta vie. Mais oui, je me raccrochais à ce discours, mais c'est vrai qu'au fond de moi, je me disais, punaise, mais il y a tellement de choses qui sont fondamentales. Et des fois, quand tu vois un élève, ou quand tu vois même des parents qui sont dans un gros stress, qui n'arrivent pas trop à gérer leurs émotions, où il y a un souci dans l'alimentation, quand tu vois des élèves comment on peut leur demander d'être là, d'être actifs, d'être performants, alors que il est en manque de sommeil, alors qu'il ne s'alimente pas bien. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est la base, en fait. Et j'ai tellement envie de transmettre les clés du bien-être et de transmettre ça. Et voilà. Et je crois que c'est au bout de 2 ans de complet où je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller vers autre chose. Et c'est là que je me suis dit, allez, je me lance. Donc, du coup, en octobre dernier, je me suis dit, allez, je me lance et je me fais accompagner dans ce changement de trajectoire. Et ouais, parce que vraiment, j'ai envie de transmettre autre chose. Ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis là sur vraiment tout l'aspect global dans l'enseignement. Moi, ça m'a parlé beaucoup parce que c'est vrai que pour les maths, alors j'étais pas mauvaise en maths, mais quand tu parlais des croyances, effectivement, moi j'ai toujours eu la croyance, par exemple, que j'étais nulle en calcul mental. Et ça me tient encore aujourd'hui. Et dès qu'on me demande de faire du calcul mental, je suis en panique dans mon cerveau, ça, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a une part aussi de croyances là-dedans et qui n'ont pas été travaillées finalement. Ouais, c'est Et clair. ça, c'est qu'un exemple, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant tout ce que tu dis, cet aspect global, surtout dans cette période de la vie où il y a quand même beaucoup de choses à apprendre pour être. Pour prendre des décisions, déjà, si tu ne te sens pas bien dans ton corps, etc., ou dans ton esprit, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et l'alimentation, ça joue beaucoup. Le sommeil, l'alimentation, comme tu disais, c'est la base. Donc, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas trop compte quand on est un peu jeune, tu vois, on fait n'importe quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Oui, en plus. Donc, c'est vrai que ça fait sens, du coup, ce que tu nous dis. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, ni aux enfants, ni aux parents, qui eux-mêmes avaient des parents, mais qui, en fait, à aucun moment, on s'est enseigné ça, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à bien dormir, apprendre à bien s'alimenter. Et c'est dommage, je pense que, ouais, je sais pas, il y aurait des choses à revoir. Et bon, c'est vrai que de façon générale, de toute façon, l'éducation, en tout cas française, faut... il faut on détruit, on reprend tout, je sais pas, mais il faudrait une refondation, quoi, je pense, de l'école, quoi. Et du coup, si on revient un petit peu du coup à ta nouvelle activité là que tu développes, elle est très liée finalement avec ton lifestyle que tu décrivais tout à l'heure. Donc, tu nous parlais un petit peu des différents piliers, l'alimentation, le sommeil. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces piliers finalement? Ouais, je pense que oui, il y a plusieurs piliers dans le bien-être, notamment effectivement l'alimentation, le sommeil, l'hydratation aussi, qu'on néglige beaucoup, l'activité physique et puis la gestion des émotions, qui est super, super importante. Et c'est vrai que tout au fil de ces années, enfin, depuis 2016 en fait, je crois que
je me suis vraiment dirigée vers ça. Enfin, d'abord, de façon vraiment très personnelle, en mode envie de, je sais pas, d'être au top de ma forme, d'être bien. Et en même temps, voilà, comme j'étais dans un cadre où j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse mes preuves, j'avais une routine assez stricte et en même temps qui me préservait, quoi, qui me permettait de ne pas tomber en mode burn-out. Donc, ouais, parce que la première année, justement, à un moment, c'était burn-out, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Et, et justement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose en prévention de ça, quoi. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me poser des questions et voilà, à me dire comment faire pour optimiser, pour faire attention à prendre soin de moi, parce que le travail, c'est pas tout. Et, et aussi, il y a autre chose que je voulais dire et je suis perdue dans mes pensées. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ça va peut-être me revenir. Si tu as un problème, de toute façon, tu nous dis. Hein. Nous, ce qu'on se disait aussi, c'est quels sont les bienfaits que tu as repérés finalement Voilà, oui. Merci de me poser cette question. Ça y est, j'ai repris le fil. Oui, parce que ce qu'il fallait que je dise, c'était aussi que j'étais aussi motivée par autre chose. J'étais motivée par le fait que j'ai traîné une acné récalcitrante pendant des années, jusqu'à l'âge adulte. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait. Au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre. Je pense qu'il y a aussi, comme je vous le disais avant, j'étais introvertie et aussi, je pense que j'avais beaucoup d'anxiété, ouais, beaucoup d'anxiété. Et effectivement, quand on se lance de nouveaux challenges, voilà, l'expatriation, le changement de vie, ça aussi, hein, ça, plus bataille avec l'éducation nationale qui ne voulait pas me laisser partir. Enfin bref, beaucoup de choses qui font que, de toute façon, dans la vie, effectivement, on, on vit dans un monde qui est assez anxiogène quand même, mine de rien. Et en fait, ça a été un point noir pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il va falloir que je fasse quelque chose. Et par rapport à mon acné, effectivement, je me suis dit, mais que faire? J'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé plein de choses. Effectivement, j'ai fait ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire d'aller voir un dermatologue. Bien sûr, je suis allée voir un spécialiste, plusieurs. Rien, on m'a prescrit une pilule. Je me rappelle, à l'époque, c'était Diane 35. Voilà, soi-disant pour un peu gérer un peu ton acné hormonal et tout. Mais non, donc au bout d'un moment, c'est pour ça aussi que je me suis dirigée aussi vers des alternatives naturelles. Et que je me suis dit, mais il y a sans doute un truc qui ne va pas, en fait. Il y a un truc je sais pas, qu'on fait mal ou j'en sais rien. Et je ne croyais pas en... c'est un peu fort de dire que je ne crois pas en la médecine, mais disons que je pense qu'on peut prévenir avant de devoir guérir ou avant d'en arriver à des choses plus ou moins radicales. Et je me rappelle, mes frères et ma sœur ont fait Roaccutane. Et moi, je ne voulais pas faire Roaccutane. Et je me suis dit, non, moi, je vais me guérir de ça à ma manière, en prenant soin de moi. Et c'est là que je me suis posé ces questions-là, mais de quoi mon corps a besoin pour fonctionner. Et si mon corps, à un moment donné, il réagit d'une certaine façon, c'est peut-être que c'est des signaux d'alarme, en fait, que je n'ai fait que d'ignorer et qu'il est peut-être temps, en fait, de les prendre en compte et d'agir en conséquence. Et donc, tout ça, c'est vraiment ça qui m'a changé la vie et qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de transmettre parce que je me suis dit, waouh, si à moi, ça m'a énormément aidé, si aujourd'hui, je ne vais pas chez le médecin, je suis allée chez le médecin, ça fait très longtemps, c'était pour faire un check-up par rapport à on est vegan, il faut faire attention. Et j'ai fait un partage d'ailleurs sur les réseaux en montrant que voilà, ça fait plus de 5 ans, 5-6 ans que je suis vegan et tout va bien. Voilà, j'ai pas de carence et voilà, c'était vraiment pour ça. Mais pour dire que, en fait, je suis la preuve vivante que on peut résoudre certains soucis, mais juste par naturellement. l'hygiène de vie et Voilà. l'alimentation. Moi, j'aimerais te demander si quelqu'un voulait commencer peut-être à manger plus sainement, peut-être moins de sucre ou moins de produits transformés.
quel conseil tu pourrais lui donner ou par quoi elle pourrait commencer, quoi? Quelqu'un qui ne sait pas trop. Quelqu'un qui n'est pas forcément fanat de la cuisine aussi ou qui a un peu Ouais, la voilà. flemme. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place vraiment Mais facilement concrètement, pour pouvoir ouais. déjà faire un premier pas, parce que je suppose que ça s'apprend au fur et à mesure Oui, et je suppose tu que c'est apprends à aimer ça, je suppose. Ouais. Mm. Ouais, c'est clair, c'est au fur et à mesure tu prends le pli. Et en fait, je pense que déjà, dans un premier temps, effectivement, il faut avoir un petit peu des notions de ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est franchement, quand vous voyez votre assiette, il faut qu'il y ait des couleurs, quoi. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait de la variété. Ça, c'est ultra important. Et quand je vois certaines assiettes que voilà, c'est tout blanc parce que c'est les pâtes avec le pain et éventuellement un peu de ketchup. Bon, là, j'avoue, je caricature. Mais franchement, il faut des couleurs parce que les couleurs, c'est ça qui fait que tu vas avoir un certain panel de vitamines, de minéraux, hein, voilà, de micronutriments. Et c'est ça ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Autre chose dans l'assiette, il faut faire aussi en sorte d'avoir des bonnes graisses et d'avoir des protéines. Donc, c'est un peu bien manger, c'est déjà juste avoir ces bases-là, quoi, de se dire de quoi le corps il a besoin. Ok, il a besoin de protéines, de lipides, de glucides et de vitamines et minéraux. Et évidemment, il a besoin d'être hydraté, donc d'eau. Et bien sûr, j'insiste sur eau, parce que clairement, tout ce qui est soda, etc., même le café, hein, ça a tendance à déshydrater, plutôt que d'hydrater, même si voilà, c'est une boisson. Il n'y a pas meilleure boisson que l'eau pour être bien hydratée. Après, juste en ayant ces notions-là, et de se dire que, ouais, d'essayer d'apporter de la vérité, après de voir ce qu'on aime le plus, à nous de voir, quoi, dans les céréales. Est-ce qu'il y en a qui seront plus riz, il y a du quinoa, il y a du millet, il y a tout un tas de variétés, donc à voir. Après, dans les légumes, il y a Expérimenter, du coup, ouais. expérimenter. Dans les légumes, toujours se dire, allez, au moins. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de légumes à tous les repas. Et ça devrait être une règle d'or. Il faut à tous les repas des légumes. Enfin, fruits ou légumes, du coup, parce que si c'est la collation, peut-être qu'éventuellement, on va plus opter pour le fruit. Mais ouais, donc cette idée de couleur, de variété, de tester. Effectivement, quand on n'a pas beaucoup de temps, moi, je dirais que si éventuellement on doit aller vers des produits industriels, aller vers ce produit industriel qui n'aura pas une liste d'ingrédients trop longue. Parce qu'on se dit que, bon, industriel, ça ne veut pas dire forcément mauvais, mais je pense que aussi, alors je sais que ça fait beaucoup débat ce Nutri-Score, il y en a beaucoup qui n'en sont pas contents, mais en même temps, je pense que c'est quand même un repère pour beaucoup de gens. Et moi, mine de rien, quand je me dirige vers des produits industriels, bizarrement, tous ceux que je choisis, ils sont Nutri-Score A. Alors effectivement, je vais voir plus en détail la composition, mais voilà, une liste où on comprend ce que c'est, les ingrédients. Quand on voit qu'il y a trop d'ingrédients, les E, je ne sais pas quoi, nanani, enfin, quand on se dit que c'est des ingrédients qu'on n'a pas dans nos placards, voilà, peut-être plutôt opter pour quelque chose où la liste des ingrédients elle est assez courte. Et les ingrédients, on voit ce que c'est, quoi. On pourrait en avoir chez nous. Et ouais, après, je pense qu'on n'est pas obligé de trop de se compliquer la vie. Il y a des choses qui sont très, très facilement, très rapidement. Et ouais. Après, c'est difficile d'avoir une réponse super courte et concise parce que je pourrais faire un cours de nutrition et tout. Mais en tout cas, autre option, c'est évidemment se faire accompagner, quoi. Si vraiment on est perdu au possible, parce que je sais que c'est pas facile. Aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on ne sait pas où se tourner. Et notamment dans la nutrition, on a des informations contradictoires. C'est ça, justement, je voulais revenir là-dessus. Je sais que par exemple, on nous dit ça peut être bien de sauter le petit déjeuner pour faire un jeûne. Ou non, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et toi, du coup, tu te présentes comme une adepte de l'alimentation intuitive. Est-ce que ça fait pas partie justement de ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas trop se fier à tiens, lui il a dit ça, donc je vais faire ça tout le temps. En fait, moi, dans ma vie, j'ai adopté plusieurs modes de vie et je pense que c'est ça, en fait, où va l'erreur. Parce que des fois, on veut juste copier ce que fait l'autre, parce que l'autre a dit ce qui était bien ou l'autre était reconnu ou je ne sais quoi, c'est un nutritionniste ou que sais-je.
Et par exemple, quand j'enseignais à Londres, par rapport à mon mode de vie, mon rythme de travail, ben voilà, j'allais dans un établissement pour travailler, je me levais à une telle heure, etc. Pour moi, c'était inconcevable de sauter le petit-déj. C'était genre pas possible. Donc oui, j'adhérais du coup à ce concept de le petit-déj, c'est le truc le plus important dans la journée. Enfin, c'est le repas le plus important. Mais sauf qu'aujourd'hui, eh ben, évidemment, ma vie, elle a complètement changé. Je suis à mon compte. J'ai le temps aussi pour cuisiner et puis même mes journées ne sont pas rythmées de la même façon. Aujourd'hui, je ne déjeune plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ressens pas le besoin. Voilà, tout simplement. Donc, je suis vraiment plus à l'écoute de mon corps, de mes sensations. Et en fait, j'ai l'impression que c'est là où on tombe dans des pièges, dans des travers, c'est de se dire que parfois, j'ai l'impression qu'on mange même sans faim, quoi. On se dit, bah non, bah, c'est l'heure de manger. Je mange parce que c'est l'heure de manger. Et c'est là où ça va plus. Parce que du coup, quand on n'écoute plus son corps et ses sensations, bah, c'est là qu'on arrive à avoir des soucis, bah, des troubles digestifs ou ouais, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est réécouter finalement aussi le sentiment de satiété. C'est manger peut-être aussi plus en conscience, parce que c'est vrai que, je sais pas, si on a l'habitude de manger devant la télé, parfois nous, ça nous arrive, on mange, on se rend pas compte de tout ce qu'on a mangé à la fin, parce qu'on était tellement à fond dans notre série. Enfin, voilà, c'est... Essayer de manger moins vite aussi, peut-être. Ça peut Ouais, aider. alors effectivement, ouais, manger en pleine conscience. Après, là aussi, il y a un petit débat en mode il faudrait que qu'on soit à table, qu'on se regarde dans le blanc des yeux, qu'il n'y ait pas de qu'on juste écouter le son du craquement de l'aliment sous ses dents. C'est peut-être pas à ce point-là, alimentation en pleine conscience, mais parce que je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à regarder quelque chose et manger et pas manger trop. Ça peut arriver. Après, quand on n'a vraiment pas conscience et quand on en est à un niveau, on va dire, un niveau débutant, peut-être que effectivement le mieux, c'est au moins de se couper la distraction de la télé et voilà, d'avoir des conversations avec la personne avec qui on mange ou si on est seul. Bah. Et éventuellement, si on n'aime pas manger dans le silence, peut-être dans ce cas-là, mettre la radio ou mettre de la musique. Mais ouais, mais moi, je suis tombée là-dedans aussi. Hein. Enfin, et je ne suis pas parfaite. Et je pense que de toute façon, le but, c'est de ne pas non plus avoir des habitudes parfaites. Mais au moins d'avoir le réflexe de se dire, bah, je sais pas, de prendre conscience que ah, là, j'avoue que j'ai mangé trop. Peut-être que j'aurais pas dû. Mais rien que d'en m'avoir pris conscience, ben, on va moins avoir tendance à tomber dans le pattern, à tomber dans le répétitif et à en faire du coup une habitude. Et cette habitude, bien sûr, elle va être délétère en fait pour nous, pour notre corps. Toi, du coup, tu partages sur les réseaux beaucoup de tes plats. D'ailleurs, c'est super beau, nous, ça nous donne toujours envie. Rien que pour ça, là, franchement, j'encourage vraiment les personnes à aller dessus parce que c'est des assiettes colorées et qui donnent envie. Mais du coup, en plus de ça, tu proposes des accompagnements pour aider les personnes justement à pouvoir adopter une alimentation plus saine et du coup plus personnalisée en fonction des besoins. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on entend ceci que c'est bon pour nous, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu accompagnes les personnes, ce que tu fais Ouais. pour qu'on sache un peu Alors, plus. oui, déjà, pour rentrer dans mon univers et un peu apprendre à me connaître, effectivement, je partage pas mal sur les réseaux sociaux et je suis sur TikTok, YouTube et Instagram aujourd'hui. Mais c'est vrai que je On partage partagera tes liens d'ailleurs. Ouais. Merci. Je partage beaucoup plus sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai pris un peu cette habitude de partager mes déjeuners. Donc, alors, ce n'est pas une façon de dire, voilà, faites exactement comme moi, mais c'est plus dans l'idée de donner des idées. Et vraiment, je le partage en mode, voilà, vous regardez un petit peu la composition de mon assiette. Peut-être que ça va vous donner envie, peut-être que ça va vous inspirer. Et l'idée, c'est vraiment de montrer ça et de dire, voilà, c'est pas très difficile. Moi, à la maison, je n'ai pas non plus trop de matériel. J'ai un cuiseur à riz et là-dedans, oui, je fais cuire mon riz, mais aussi je fais cuire mon quinoa dedans.
Effectivement, j'ai un blender. Pour moi, il y a des incontournables. Donc, il y a le blender aussi. Et voilà, les plaques et tout. Mais en fait, c'est vraiment... j'essaie de partager un peu mon lifestyle, donc plus dans l'alimentation, c'est vrai. Peut-être que je partagerai un petit peu plus prochainement, mais en tout cas, dans les reels aussi que je partage, je parle aussi du sommeil, je parle aussi de l'hydratation. Et dans ce que je communique, c'est vraiment pas en mode voilà, il faut faire ça, faites comme ça. Parce que même moi, en fait, j'apprends et même moi, ça me pousse à, comment dire, me rediriger en fait. Parce que je case pas toutes les cases partout. Hein. On a toutes et tous bah voilà, des vies très riches, des projets, le travail, la vie personnelle. Donc c'est pas aussi simple que ça de composer et d'avoir une hygiène de vie parfaite. Mais l'idée, c'est pas forcément de tendre vers la perfection, mais de tendre vers une amélioration. Et du coup, j'invite les personnes qui sont intéressées à changer vraiment de paradigme et d'avoir une vie plus saine, plus sereine et authentique. Je les invite à prendre un appel avec moi. Et c'est via cet appel-là qu'on pourra en fait faire un état des lieux, voir ce qu'il en est. Parce que les personnes que j'accompagne, bah, ça peut être vraiment des personnes qui ont des besoins totalement différents. Et autant j'ai eu un appel avec une personne qui elle, n'avait aucune idée de comment avoir une alimentation équilibrée. Et autant j'ai eu un appel avec une autre personne qui, elle, son problème, c'était plus la gestion des émotions, quoi. Et comment mettre en place certaines choses pour gérer ça, pour en avoir plus conscience et arrêter de manger, en fait, ces émotions. Donc voilà, moi, mon idée, c'est de proposer ensuite un accompagnement qui soit vraiment personnalisé selon le besoin de la personne et qui dure en fait 3 mois. Donc voilà. D'accord. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie, même pour moi. Hein. Quand j'entends ça, ouais, bah, en plus, surtout, c'est vrai que tout ce que tu partages, et notamment en story tous les jours avec tes déjeuners et tout, mais vraiment, je trouve que ça fait pas du tout une impression de ah bah moi je fais ça bien, quoi. C'est pas ça qu'on ressent, c'est plutôt vraiment c'est inspirant et on voit comment même au travers une alimentation du coup végétale, ça peut être copieux, ça peut donner envie et ça je trouve que c'est vraiment chouette parce que nous on est concernés, enfin on se sent vraiment concernés par toutes les problématiques même environnementales. On sait aussi ce que coûte à la planète la production de céréales et tout ça pour nourrir les animaux, tout simplement. Donc comme on se sent concerné, on a envie de se tourner vers une alimentation plus végétale et je trouve que c'est quelque part, c'est des convictions que tu partages, mais avec qui donnent envie, donc presque sans concession. Quand on voit ça, on se dit, waouh, miam, on va se régaler, quoi. Oui, c'est vrai, c'est bien que tu dises sans concession, parce qu'effectivement, le monde du véganisme souffre de beaucoup de préjugés, de mauvais préjugés, et encore plus le fait que moi, j'ajoute le sans sucre ajouté. Donc, ça veut dire, non, mais elle, déjà, elle mange que des végétaux, et en plus, elle enlève le sucre. Sa vie, elle doit être fun. Non, mais en vrai, et justement, par contre, ça, effectivement, je pense que ça transparaît, c'est que je veux montrer que moi je suis trop gourmande, quoi. Effectivement, je suis la bonne Française qui pense que l'alimentation, le bien manger, voilà, c'est important, c'est fondamental même, et qu'en fait, on peut être gourmand, mais on peut décider d'opter pour une alimentation peut-être un peu plus éthique, un peu plus consciente. Et surtout, cette histoire du sucre, effectivement, c'est de se dire aussi, à la base, on s'alimente pourquoi aussi, quoi. On s'alimente pourquoi? C'est donner du carburant et le bon carburant à notre corps, à notre organisme. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis amenée à avoir cette réflexion-là, de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a une grosse avancée au niveau de la médecine? Franchement, on a fait énormément de progrès, des découvertes, etc. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, le nombre de maladies chroniques a augmenté, quoi? C'est un gros boom.
Et tous ces soucis, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, tout ça, c'est en augmentation. Mais pourquoi? Eh ben, c'est qu'il y a un truc qu'on fait mal, forcément. Ouais, c'est super intéressant tout ça. Ouais. Je voulais revenir du coup en dernière question sur un petit peu autre chose. C'était, on a parlé au début du fait que tu as fait un peu de scène. Et pourtant, tu te décris comme quelqu'un, comme une fille qui était plutôt de nature timide, réservée, anxieuse. Alors ça, c'est vrai que ça me questionne un petit peu. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se sent affirmé, on se sent bien dans tes baskets. Et donc, si tu pouvais nous dire un petit peu, si une personne se reconnaît dans la personne que tu décris plus jeune, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour pour lui dire d'où a pu te venir ton audace et comment tu as fait pour pouvoir t'affirmer au fil des années? Pour peut-être aussi la rassurer, les Voilà, personnes c'est qui ça. n'oseraient pas passer un petit peu le cap d'avancer, de changer sur soi. Des fois, c'est pas toujours évident. Donc, ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors, ouais, effectivement, je pense que dans la timidité, et bon, j'ai quand même la sensation d'être encore genre introvertie. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose la timidité, ça se soigne. J'aime bien dire ce mot-là, mais oui, avec le temps et avec les actions. Et il faut dire qu'effectivement, quand je pense à mon parcours de l'adolescente que j'étais ou même la petite fille que j'étais à l'âge adulte, je suis passée par plusieurs étapes, et notamment l'étape de la scène. Donc oui, la scène, j'ai été dans une association de chanteurs. Et la scène, je dirais, je l'associe aussi au rôle de professeur, parce que quelque part, on est aussi un peu sur scène quand on est face à nos élèves. Donc ça, effectivement, ça m'a aidé à me décomplexer, à m'affirmer, voilà, au bout d'un moment, quand tu es sur scène pour chanter ou quand tu es devant tes élèves et que tu as une classe à tenir, voilà, tu dois être leader, quoi. C'est toi qui mènes, quoi. Et en fait, je pense qu'avec le temps, je me suis aussi dit, peut-être qu'il faut aussi que je me détache de ce que pensent les autres, parce qu'au final, je me rends compte, ou même quand on regarde autour de soi, quand on n'ose pas et qu'on regarde les gens agir et autour de nous, on voit souvent des critiques les uns les autres. En plus, avec les réseaux sociaux, encore plus, quoi. Et souvent, quand on est sur le devant de la scène, c'est waouh, les critiques à gogo, quoi. Mais aussi, on se rend compte que, de toute façon, quoi que tu fasses, tu peux être critiqué. Potentiellement, tu vas être critiqué. Et à un moment, je me suis dit, mais dans ce cas-là, si je suis critiquée, je préfère être critiquée pour ce que je suis et parce que j'ai suivi mes convictions. Voilà, et à la limite, ça m'est égal, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, si je suis critiquée pour ce que je suis ou par rapport à des convictions, pour moi, ce sera juste, on n'a pas la même opinion et c'est tout. Alors que si je suis critiquée sur un aspect où je me suis comportée d'une telle façon pour qu'on m'apprécie ou pour faire bonne figure ou pour telle ou telle raison sociétale, ça va me gêner parce que je me dis, putain, je me suis critiquée là-dessus. Alors qu'en fait, je faisais juste ça pour faire bonne figure ou je faisais juste ça voilà, pour faire bien. Et là, par contre, là, c'est plus dérangeant parce qu'on se dit qu'on est critiqué pour quelque chose que ça ne nous représente pas ou que c'est pas nous, en fait. Donc je pense qu'il y a ça que j'ai envie d'amener aujourd'hui et de dire voilà, à ces personnes qui ont peur d'oser. Et souvent, la peur d'oser, c'est lié à la peur d'être soi et de se montrer tel qu'on est. Mais je pense qu'on trouvera toujours quelqu'un. Et de toute façon, et même aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Tout le monde a autour de lui peut se dire que tout le monde peut se dire qu'il a au moins une personne qui l'aime inconditionnellement, quoi, qui l'aime pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et ouais, donc voilà, peut-être se dire, ok, si je ne suis pas appréciée pour ce que je suis, ça vaut peut-être pas la peine d'essayer d'être amie avec tout le monde, en fait. Il ne faut pas essayer d'être amie avec tout le monde, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'aussi, des fois, devoir
se donner un rôle pour paraître, pour plaire aux autres, etc., ça peut aussi prendre beaucoup d'énergie, de ne pas être soi-même et de devoir se cacher derrière une façade ou autre. Et c'est vrai que ça peut jouer aussi beaucoup. Ouais, bah, c'était un super conseil en tout cas. Mm. Nous, de notre côté, on a posé les questions qu'on avait envie de te poser, mais en tout cas, bah, avant qu'on termine, est-ce que toi, il y aurait quelque chose que tu souhaiterais dire que tu n'as pas eu l'occasion, ou est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin? Déjà, merci en tout cas. Merci de m'avoir invité et m'avoir invité à partager toutes ces choses-là, d'être revenu aussi sur beaucoup de moments dans ma vie. Bah, c'était super Mm. riche. Là, tu as apporté vraiment beaucoup. Ouais, je pense que C'est cette gentil. interview va être appréciée. On sent ton énergie aussi, Ouais. donc c'est vrai que ça peut être transmis, ça va être bien, ça. Mm. Ouais, en tout cas, ouais, vraiment, je l'espère. Déjà, j'étais contente de pouvoir faire cette interview avec vous deux. Hein, je vous apprécie beaucoup. Et, C'est réciproque. merci, c'est confirmation. Et puis, effectivement, oui, ce que je voudrais partager, c'est vraiment cette idée de voilà, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et sachez aussi que rien n'est figé dans le temps. Parfois, on peut avoir des envies à tel moment et puis 2, 3, 4 ans plus tard, et ben, on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes envies. En fait, faut pas avoir peur d'être dans le mouvement parce que ça, c'est vraiment un truc qui est. Enfin, voilà, les choses changent, le monde bouge. Et donc, je pense que plus on s'adapte à ça, plus on a en conscience ça que voilà, la vie est faite de changements. Et moins ce sera difficile. Parce que souvent, j'ai l'impression que les personnes ont du mal à lâcher prise. Et soyez curieux, en fait. Parce que ça aussi, j'ai envie de dire, soyez curieux. N'ayez pas peur d'aller confronter, en fait, vos croyances profondes, quoi. Et moi, je suis allée confronter tas de croyances profondes. Hein. Ça, c'est clair et net. Et on en apprend tous les jours. Donc, voilà, il faut juste se laisser surprendre. Faut être un sceptique intelligent. Ça vient pas de moi, je crois que j'ai entendu quelque part, mais c'est vraiment cette idée de, OK, je suis pas trop convaincue, mais allez, je vais tester par moi-même. Oui, on a tous tendance à aller chercher les avis des uns et des autres parce que ça nous, comment dire, ça nous rassure. Mais au final, le plus important, c'est ton avis à toi. Merci pour ton partage. Et puis, c'est vrai que quand tu parles de curiosité, moi, ça me fait penser aussi au fait de prendre du recul à sa situation. C'est pas toujours évident, mais quand on y arrive, on peut se rendre compte de certaines choses. Et ça me fait penser, par exemple, à quelqu'un qui se retrouvait devant un mur et qui dit « Oh là là, il faudrait que je grimpe le mur ». Et juste en faisant quelques pas en arrière, il se rend compte qu'il y a un chemin juste à côté qui permet de le contourner. Et c'est un peu ce que ça m'a fait penser quand tu nous as partagé ça. Donc, ouais, merci. C'était top. Ouais, super précieux. Et là, vraiment, on est ravis d'avoir pu te donner la parole parce que tu nous as donné vraiment plein de pépites. Et puis, ton parcours, comme on l'avait dit en introduction, est vraiment inspirant et on pense qu'il va inspirer beaucoup de monde. Donc, nous, comme on disait, on mettra toutes tes coordonnées pour te retrouver en description. Que les gens n'hésitent pas à te suivre parce que vraiment, tu partages tellement des trucs trop bien. C'est vrai que tu es très active et lumineuse, donc c'est quelque chose qui fait du bien au quotidien et on en a bien besoin. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et vas-y, excuse-moi. Non, avec plaisir. Et puis du coup, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici et celles de ceux qui nous ont écoutés, merci beaucoup déjà. Merci. On espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner parce que on continue les interviews. C'est un format qui nous plaît. Donc on suivra avec une prochaine interview très bientôt. Voilà. Encore merci Amandine. Merci et puis, à toi, Amandine. à très vite. Ciao. Salut. Ciao.